Je me tourne vers le chat. Oui, eh bien, j'ai un bouquet de questions. Alors, il y en a pour chacun des intervenants. Une question à Dominique Bucheton concernant les normes langagières. Est-ce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'il n'est pas nécessaire de maîtriser ces normes langagières pour pouvoir s'en émanciper? Question à Jean-Marie de Quetel sur alors, je la lis, hein. Il me semble que par rapport aux différents schèmes et aux apprentissages, il y a un différé de l'agir dans une perspective d'action du sujet qui, engagé dans le champ social et des normes sociales. Et puis, question pour Stéphane Bonnery. Est-ce que mettre l'accent sur certaines dérives de pratiques pédagogiques du type classe inversée ne tend pas à une forme de caricature? Et d'autre part, une autre question, quand on sait que 15% des jeunes en fin de CM2 n'ont pas acquis une compétence de lecture suffisante, comment fait-on au collège pour viser la même chose pour tous? Et dernière question, toujours à Stéphane Bonnery, faut-il conclure de l'analyse de Stéphane Bonnery que les salariés qui occupent des emplois d'exécutants ne sont jamais en mesure de mobiliser des connaissances pour porter sur le monde qui les entoure un regard émancipé? Voilà. Bien. Je propose. Difficile d'enregistrer toutes les questions, il faudra les reformuler. Oui. Je veux bien répondre à la première question qui me paraît tout à fait absolument essentielle et posée et dans la tête de tous les enseignants probablement et dans la tête de tous ceux qui font des programmes aussi, j'imagine. En matière langagière, c'est de se demander effectivement est-ce qu'il y a un avant où on acquiert des normes, etc., des pratiques, etc., pour ensuite pouvoir se mettre à s'en servir pour penser vraiment par soi-même. Ça me rappelle une anecdote très ancienne d'un enseignant en formation, il y a de ça très longtemps, je suis une très vieille dame, tout surpris quand je proposais à mes élèves de 6e d'écrire des petits romans. Et il vient me voir à la fin de ma conférence pour me dire « Mais comment? Moi, je pensais qu'on apprenait la phrase en CM1, oh non, en 6e, le paragraphe, c'était les programmes, hein, le paragraphe en 5e et peut-être un petit paragraphe en 3e. Bref, et qu'après, quand on arrivait en 6e, on pouvait commencer à écrire des récits. C'est quand même notre histoire, ça. Ça, c'est grand dans la tête, hein, c'est-à-dire qu'on va apprendre les normes, on va s'entraîner sur la phrase, sur le paragraphe, etc., sur la forme interrogative, négative, etc. Et on a tout faux. Et on a tout faux, puisqu'on a renversé les choses, pas complètement, mais on a renversé les choses, puisqu'on fait écrire des récits aux enfants à l'école maternelle. Évidemment, on les fait écrire avec l'aide de l'enseignante qui fait la dictée à l'adulte, mais ils écrivent des récits, ils construisent le récit écrit. On fait écrire des petits récits eux-mêmes, courts, 3, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes au début, à des enfants de CP. Et ce faisant, il commence à construire tout un tas de savoirs sur les logiques du récit, les logiques du destinataire, etc., des effets que va produire le texte, et déjà la notion de phrase. Autrement dit, c'est en ayant, et c'est exactement dans le propos du langage que j'ai tenu tout à l'heure, c'est en ayant des choses complexes et compliquées à dire qu'on va mobiliser, avoir besoin de savoirs linguistiques complexes. Ces savoirs linguistiques complexes, ils ne descendent pas de l'enseignant seulement. Bien sûr qu'ils descendent aussi de l'enseignement et du livre de grammaire, mais ils descendent des contes qu'on a entendus, ils descendent des propos qu'on a entendus, des choses qu'on a déjà lues, etc. Autrement dit, dans notre cerveau, c'est probablement accumulé un certain nombre de normes linguistiques qui vont être remobilisées quand je vais en avoir besoin. Et on a une accumulation, j'allais dire, est-ce que c'est des normes?
Est-ce que c'est des algorithmes langagiers dans notre cerveau qui se sont installés, qui fait que nous allons pouvoir nous en servir pour dire des choses compliquées? Alors évidemment, tout le travail de l'enseignant ensuite, c'est après effectivement de renommer, c'est-à-dire de faire prendre conscience de ces normes qu'on a utilisées. De là, on a introduit une description et pourquoi on a introduit une description, etc. etc. Mais c'est en cuisinant qu'on apprend à cuisiner et qu'on fait des nouvelles recettes, et c'est en écrivant, en parlant, qu'on apprend à parler, avec le capital culturel qui s'inscrit autour de nous, qui est dans les propos, qui est sur les murs de la classe, qui est dans les livres qu'on a lus. Encore une fois, c'est une espèce de synergie entre l'entendu, le vécu, l'expériencé, le désir de dire. J'avais été l'élève de Frédéric François, le philosophe, et lorsque j'ai fait ma thèse sur l'écriture, il me disait toujours, il faut demander aux élèves de dire des choses difficiles à dire. Parce que c'est dans le difficile à dire qu'on va chercher les solutions pour le dire. Et effectivement, après, on a les notions de brouillon, de réécriture, etc. Donc, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des moments effectivement, de traduction, d'explication, de mise en règle, etc. Mais de mon point de vue, elles ne sont pas premières, elles sont secondes. C'est pour ça que mes conceptions de la didactique du français sont tout à fait intégratives. Voilà. Merci. J'ai une autre question pour vous qui est arrivée. Quelle est la place du corps dans l'acquisition du langage? Le gouvernement du corps par l'école n'est-il pas une dimension essentielle de la fonction réflexive du corps? Oui, là je partage de façon absolue cette remarque, c'est-à-dire que le corps a toujours été, un peu moins maintenant, hein, mais a toujours été rangé, mis derrière une table, pas le droit de bouger, un rang serré, etc. Il n'y a pas que le corps, il y a les émotions qui ont été interdites à l'école. Les émotions ont été interdites à l'école. On ne manifeste pas, on ne dit pas ses émotions. Et les écrire, c'est encore interdit, hein, c'est encore dangereux. Donc effectivement, le rôle du corps, de la mise en mouvement pour accompagner la parole, elle est extrêmement intéressante en maternelle, par exemple, hein. Les actions langagières qui sont mises en œuvre par les enseignants lorsque les élèves sont en train de bouger, de se déplacer, de se courir et de mettre en mots en plus ces dimensions langagières, penser son corps, je peux vous en parler longuement, hein, pour avoir le problème dans la famille, penser son corps, c'est extrêmement important pour arriver à le contrôler et à le faire agir. C'est un peu comme le langage. Donc il me semble que c'est ces deux dimensions qui sont complètement importantes. Le sourire d'un enseignant vaut pour quelquefois de longues explications, pour encourager, pour soutenir. Je t'ai entendu, je t'ai compris, continue, cherche, oui, tu es sur la bonne piste. Et c'est le sourire, c'est les yeux qui suivent. Il y a tout un travail là-dessus sur la gestuelle, mais dans notre culture rationalisante, c'est des choses interdites quand même, c'est pas bien. On reste quand même complètement coincé dans cette vision, excusez-moi, hein, ça m'énerve toujours cette affaire, extrêmement rationalisante, purement rationnelle du savoir et du rapport au savoir et du sens du savoir. Je n'ai pas parlé d'une anecdote, je vais la donner tout de suite. J'ai vécu en Écosse il y a très longtemps, pendant 1 an, et le projet d'école de mon fils, qui était enfant immigrant, le projet d'école primaire de mon fils, il y a 35 ou 40 ans, je ne sais plus, c'était de s'occuper du tri sélectif, c'est-à-dire de discuter avec les parents, les familles, sur la manière de trier, etc., 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 etc. Et le projet de l'école d'à côté, c'était d'aller se promener dans la rue et, voilà, et de regarder ce qui se passait, etc. Autrement dit, la dimension physique, ça veut dire sensuelle, perceptive, me paraît extrêmement importante dans l'acculturation, à condition évidemment de la parler, de la verbaliser et de la conceptualiser, et d'en faire des savoirs. On arrête là. Merci. Alors, on pourrait prendre une question qui, je pense, peut s'adresser à chacun des intervenants de cet après-midi.
Aujourd'hui, environ 15% des jeunes n'ont pas acquis la lecture avec la construction de sens en fin de CM2. Pour eux, la réflexion est une double tâche. Comment fait-on au collège pour viser la même chose pour tous? Dans le rapport Legrand de 1982, les enquêtes montrent que nous n'avons pas trouvé la solution. Au collège, l'écart s'amplifie pour ces jeunes, là, quand ils sont issus de milieux modestes, que les parents ne peuvent pas aider. Voilà. Qui veut répondre? Je veux bien dire un mot, mais moi, ça m'embête toujours quand on pose cette question-là, seulement à partir de l'aval. Pendant un temps, comme je suis pas très raisonnable, j'avais l'ambition de faire une autre recherche, bon, que j'ai laissé tomber, sur qu'est-ce qui se dit le jour des rentrées de classe quand les enseignants, au bout d'une semaine, reçoivent les parents. Donc, j'ai fait quelques observations, et dans toutes les classes, dès la petite section maternelle, il y a un ton de déploration à chaque fois. Oh là là, cette année, j'ai une classe très hétérogène, en petite section de maternelle. Voilà. Toutes les classes, 100% que j'ai faites. J'en ai pas fait 300, hein, j'en ai fait une quinzaine, mais j'aurais dû poursuivre. 15 observations, 15 fois strike. Et donc, partant de là, ce qui s'enclenche, c'est l'idée que c'est un problème que les élèves arrivent différents. Mais je crois que tant qu'on vivra dans la société dans laquelle on vit, ça va être inexorable, quoi. Voilà. Et donc moi, j'ai plutôt envie de dire, chouette, c'est ce qui justifie notre salaire d'enseignant. Parce que sinon, il n'y aurait pas besoin de nous, si tout le monde vivait dans des milieux très cultivés. Donc, chouette, ça justifie notre salaire. Et à partir de là, on peut bosser. La question, c'est quand, de classe en classe, les écarts se creusent, parce qu'il n'y a pas que le collège qui les creuse. Ils se creusent dès la maternelle. Donc, moi, je rejoins la préoccupation. Plus les places sont ratées, plus c'est compliqué par la suite, évidemment. Et puis, je pourrais faire ma complainte de les étudiants qui nous arrivent cette année en L1, vu tous les cours qu'ils n'ont pas eu auparavant, comment on fait, quoi? Voilà, parce que franchement, la situation est en train de se dégrader considérablement, quoi. Considérablement, il faut en prendre la mesure. On a les effets de suppression de temps de cours, on a les effets du blanquerisme, on a les effets du Covid, etc. Donc, moi, il me semble que la question, il faudrait se la poser dès la petite section de maternelle. Pourquoi on renonce autant à installer du commun à partir des dogmes de l'individualisation ou du dogme blanquérien du renoncement? On fait un minima pour les uns et puis pour les autres, c'est en option. Voilà. Enfin, peut-être, comme vous invitiez à ce qu'on réponde tous là-dessus. Oui, moi je vais répondre, donner une ou deux réponses. Hein. Je pense qu'une des raisons est effectivement dans la construction des programmes scolaires, des manuels, etc. Qui fait globalement que pour un certain nombre d'élèves, l'apprentissage de la lecture, enfin pas l'apprentissage, on va dire en CM2, ils ont à peu près acquis la lecture, à peu près, mais la question du sens et de l'intérêt de la lecture est vraiment très très limitée, hein. Y compris dans des familles tout à fait intellectuelles. L'intérêt de la lecture, et nous avons des élèves de 3e, de seconde, de terminale qui ne n'ouvrent plus jamais un livre, hein. Et là, c'est dramatique. Et là, on a une vraie question. Mais si on regarde, en fait, comment sont fabriqués les programmes, et comment sont fabriqués le programme de la semaine dans une classe, ça a longtemps été 1 heure de vocabulaire, 1 heure de grammaire, 1 heure de je ne sais trop quoi, et très peu de temps pour la lecture, très peu de temps pour l'écriture. On a fait des exercices, on a travaillé, etc. Mais il y a le moment de lecture véritable, le moment d'écriture véritable, le moment de parole véritable est très, très limité. Donc, en fait, dans les pratiques de classe, on est tellement obsédé par la construction de savoirs normés, linguistiques, etc., textuels, etc., phonologiques, etc., il y en a tant, il y a une telle liste, qu'il y a des formes d'évitement de la pratique de la lecture, de la pratique de l'écriture et de la pratique de l'oral. Alors qu'ensuite, ça n'ait plus de sens, ça n'a pas tellement de... c'est pas tellement surprenant. Deuxièmement, l'utilisation de la lecture, ben, on utilise la lecture quand on est au cours de français. Mais l'utilisation de la lecture, on en a besoin au cours de sciences, au cours d'histoire, au cours de géographie. Et on voit encore dans les classes beaucoup, par exemple, à la fin de la leçon de biologie, de sciences, d'histoire, de géographie, le professeur qui écrit au tableau le résumé de la leçon, eh ben,
pourquoi ne pas aller lire la leçon dans le livre? Elle y est. Mais comme elle n'est pas tout à fait comme le professeur l'a dit, on va encore éviter la lecture. C'est-à-dire la lecture n'est pas devenue un outil pour penser. Elle n'est pas un outil pour apprendre. Elle est un outil, je ne sais pas trop quoi, pour montrer qu'on sait lire, mais je ne sais pas. Enfin, je dirais que cet évitement de la lecture, de l'écriture et de l'oral, c'est exactement la même question, qui me paraît tout à fait importante. Et encore une fois, c'est la dimension tout à fait catastrophique et qui dure de l'émiettement des disciplines qui ne sont pas corrélées les unes avec les autres, qui ne sont pas tissées les unes avec les autres. Voilà en partie. Alors après, voilà 2 réponses, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de réponses sur la question. Si je peux poser une question à Jean-Marie de Quetel, j'ai été très frappé dans le début de son intervention sur l'universalité de la recherche d'identité, a-t-il dit, en interaction avec l'autre, avec le groupe, avec l'environnement. Et je trouve que c'est une dimension absolument essentielle, c'est-à-dire que l'individu trouve son identité au moment où il se dit qu'il n'est pas le monde et qu'il a besoin des autres. Et il me semble que ça, c'est un fil conducteur de la question pédagogique. Et là, c'est un peu pour reprendre la critique qui a été faite à Stéphane sur certaines formes pédagogiques. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui peut effectivement fonder l'universel tout en permettant le questionnement de soi par soi? Ça me semble très important. Et par rapport à ce que disait Stéphane tout à l'heure, par exemple sur les TPE au lycée, là je pars de mon expérience ayant fait des TPE pendant plus de 10 ans, c'est pas tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que on ne construisait pas les TPE à partir du goût ou des états d'âme des élèves. Il y avait tout un travail d'élaboration des sujets qu'on faisait à 2 enseignants et qui demandait plusieurs semaines, voire au moins 1 mois de travail à 2 enseignants dans la même classe. Et donc les sujets n'étaient jamais complètement improvisés et laissés à la libre disposition des élèves. On les construisait avec eux. J'ai pas dit ça, Denis. C'est donc une interaction. J'ai pas dit ça. J'ai dit que les élèves arrivaient avec ça et que la recherche, la science, pas ce qu'on a envie de voir quand on est enseignant. C'est pas pareil sur quel registre on se situe. Les travaux de recherche, des thèses là-dessus, montrent l'extrême difficulté des enseignants à arracher les élèves à leur point de départ. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y bossent pas, mais c'est l'extrême difficulté à le faire. Oui, d'accord. Mais sur les TPE, en général, on y arrivait bien. Ouais, peut-être que tu y arrivais bien, Denis, mais tu n'es pas un enseignant ordinaire, excuse-moi. C'est la même réponse à Philippe. Voilà, c'est la même réponse à Philippe. En fait, je crois qu'il faut sortir de la posture d'enseignant expert et se dire, mais de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de ce qu'on pourrait faire soit parce qu'on s'y connaît particulièrement ou de ce qu'on voit en vrai dans les classes? Et je pense qu'il faut distinguer ce qu'on souhaite et ce qui est. Et je pense que ça, c'est important de faire science dans la situation où nous sommes, de discréditer la parole scientifique. Bien sûr. Mais tout l'aspect relationnel dans la classe, par exemple, ce qui était très intéressant dans les TPE, c'est que ça se faisait par groupe de 3 ou 4 élèves. Chaque TPE était piloté par une équipe. Et donc, ce que disait Jean-Marie sur l'intensité des interactions pour construire sa propre identité est, à mon avis, très importante et pouvait se réaliser dans ces conditions-là. Je voudrais peut-être donner juste là-dessus. Je crois que c'est important, parce que là, c'est diffusé, voilà. Le verbe que tu as employé est le verbe qu'utilisent tout le temps les programmes. Peuvent. En fait, il faut faire la différence entre ce qui est de l'espace des possibles, et je suis d'accord avec toi, c'est possible. Mais à quelles conditions de formation des enseignants? Et ce que je dis, c'est pas ça qu'on voit massivement dans les classes. D'accord. Donc, je ne suis pas en train de dire c'est impossible, il faut renoncer. Je dis il y a des conditions pour ça qui ne sont pas réunies et il ne faut pas les sous-estimer. Or, le discours militant de on est convaincu de truc, il faut le prescrire partout et ça suffit, on se casse la figure depuis 40 ans quand même. Jean-Marie. Je voudrais donner un exemple qui m'a fort frappé. Dans un numéro de la Revue internationale d'éducation qui portait sur le travail collaboratif et coopératif,
un de mes anciens doctorants, qui s'appelle Mazen Gesho Kamuzinzi, un Rwandais, a fait un article sur le travail collaboratif dans les systèmes éducatifs africains. Et il disait, c'est quand même étonnant, lorsque les élèves rentrent dans une classe qui a hérité de la forme scolaire de la colonisation, il n'y a plus aucun travail de collaboration au sein de la classe. Alors que le cœur de l'apprentissage des Africains, elle se fait dans la communauté, on apprend de l'autre. Et il dit, il y a une coupure terrible entre la classe, avec la forme scolaire qu'on lui connaît et qui est renforcée par toute une série de comportements du système scolaire, et d'autre part, un autre lieu que celui de la communauté, qui est celui de la cour de récréation, de la famille, etc., où les jeunes Africains développent une créativité et apprennent des choses extraordinaires. Et je pourrais prendre des tas d'autres exemples. Reprenons l'exemple de la lecture que Dominique a très bien commenté. Il y a effectivement des jeunes qui lisent. Mais quels sont les moments au sein de l'école où les jeunes peuvent partager ce qu'ils ont lu, par exemple? Ou quels sont les espaces dans l'école, je ne parle pas seulement de la classe, il y a d'autres espaces que cela, où les élèves peuvent partager ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont agi, etc. Moi, ça me semble actuellement une aberration de tout centrer simplement, et ce que accentue comment dirais-je, enseigner pour l'évaluation, à savoir de tout accentuer simplement pour pouvoir répondre à des évaluations qui portent sur un système d'acquis qui est tout à fait particulier. Or, ce qui reste quand on devient adulte, il suffit de penser à soi-même. Hein, qu'est-ce qui reste de l'école quand on est adulte? Est-ce que c'est simplement une somme de savoir, ou bien est-ce que ce sont d'autres types de comportements, des schèmes de pensée, des schèmes d'action, des schèmes de posture, ou certaines structures de connaissances que certains enseignants nous ont permis de construire? Moi, je pense qu'on devrait repenser à cela. Ce qu'on évalue actuellement à travers notamment ce qui est renforcé par les enquêtes internationales telles que PISA, c'est peut-être pas ce qu'il y a d'important pour faire face à un avenir qui devient de plus en plus incertain. À la Revue internationale d'éducation, on va organiser le prochain colloque, on organise un colloque tous les 4-5 ans, aura pour thème « Éduquer dans un monde incertain ». Et donc, autrement dit, qu'est-ce que l'école peut contribuer à faire pour que les jeunes qui sont de futurs adultes, qui vont venir dans un monde encore plus incertain, permettront effectivement de faire face aux incertitudes de ce monde-là. Et je pense que la réponse est que l'école doit vraiment s'occuper beaucoup plus de gérer l'espace, le temps, pour permettre effectivement, moi je pense que John Dewey a tout à fait raison de dire, il faut que les capacités distinctives des élèves soient mises au service du groupe, parce que construire une société passe par là. Et donc, je reviens à la question sur différer de l'agir. Comme cette question me heurte un tout petit peu, parce que ça voudrait dire que l'agir est dans un champ social qui est en dehors de l'école, dans le professionnel peut-être plus tard, dans le champ social, mais l'école n'est-il pas un champ social? Et que fait-on de ce champ social? Moi, c'est la question qui me préoccupe beaucoup. Et comment pouvons-nous construire, comment les jeunes peuvent construire une identité au sein de l'école si ça fonctionne comme cela? Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de jeunes construisent leur identité en dehors de l'école. Je peux reprendre un tout petit peu. Je partage vraiment ce propos.
effectivement, il me semble que les dimensions du temps, des temps, parce qu'ils sont variés selon les élèves, ils sont variés selon les tâches, etc. Les temps, les espaces et les situations me semblent tout à fait d'une extrême importance. Et je voudrais insister aussi sur un mot qui est devenu un mot tabou. C'est pas bien d'en parler, c'est pas bien de dire ça, parce que ça a été jeté aux gémonies. C'est le mot projet. C'est le mot projet. Le mot projet, oh là là, ils font des projets, ils n'apprennent pas des savoirs. Là, j'ai entendu ça, j'ai vraiment entendu, ils n'ont rien entendu. Hein. Les anglo-saxons travaillaient, quand je les ai fréquentés, beaucoup sur cette notion de projet. Pourquoi la notion de projet est extrêmement, de mon point de vue, ben, on retrouve Freinet, excusez-moi, hein, on remonte pas très... On sait beaucoup de choses là-dessus, on en sait les limites. Les limites de la notion de projet, c'est effectivement qu'il n'y avait pas une attention extrême à la construction spécifique des savoirs qui étaient mobilisés, à leur multiplicité, à leur spécificité et à leur verbalisation. C'est clair, c'est juste et c'est vrai. Il n'en demeure pas moins qu'autour du projet, et Dieu sait si j'en ai construit des projets, notamment en didactique du français, mais que j'ai fait construire par des enseignants dans des classes, je me rends compte effectivement que dans ces projets, mais chacun a sa place. Alors, si le projet, tout le monde fait la même chose, c'est sûr, mais dans des projets, chacun va trouver sa capacité, son identité, sa créativité, son humour, quelquefois, les savoirs qu'il a déjà acquis chez lui, etc. Et donc, c'est à l'intérieur, effectivement, de ces projets où on travaille ensemble. Il faut être 4-5, il ne faut pas être une classe entière, hein, parce qu'on n'arrive plus à se situer là-dedans, que peuvent effectivement se construire une réflexion qui va commencer par du pratico-pratique, et puis qui va monter en conceptualisation, en utilisation des savoirs des uns et des autres. Il y a des habiletés, il y en a un qui sait faire les schémas. Moi, quand j'enseigne toujours avec des schémas, mais d'autres utilisent d'autres façons de faire, etc. Donc, il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse. Et j'étais très d'accord ce matin avec un nombre de propos de Manuel sur cette notion de fabriquer du sens en fabriquant des savoirs, en étant dans l'action. Et l'action, effectivement, ce n'est pas forcément une action de la vie, mais c'est l'action de la vie de la classe. Un projet scientifique, c'est de la vie, c'est une action, c'est une action. C'est une action, je la considère absolument comme une action. Mon travail de chercheur, je le considère absolument comme une action sociale, une action même politique. Donc, cessons de mettre des barrières dans tout ça. Enfin, bon, je crois qu'il faut revenir à cette notion sans faire disparaître la nécessité, effectivement, de construire des méthodes, des savoirs, des habiletés, etc. Ça, c'est clair. Hein, on a bien compris cette leçon. Mais il faut revenir à cette question. Pourquoi il y a du décrochage dans les classes ? Pourquoi il y a du décrochage? Ça décroche. Au bout de 3/4 d'heure, on en a un tiers qui a décroché, voire la moitié. Ben parce qu'ils s'ennuient. En collège, ils s'ennuient à mourir. À mourir. Écoutez-les. Au lycée, ça se gâte. Avant, ça commence aussi à s'ennuyer, à mourir. Donc, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Des savoirs bankable qu'on va utiliser pour Parcoursup. C'est tout. C'est le seul sens qui reste. Sauf pour une petite minorité qui va suivre ses passions, etc., et qui du coup peut-être ne va pas passer par les savoirs bankable, parce qu'ils sont tellement pris dans leur passion sur la biologie ou les étoiles ou je ne sais trop quoi, qu'ils vont passer à côté. Donc il me semble qu'on est quand même sur cette question de la construction du sens des savoirs, et effectivement avec ce que tu disais sur que les élèves, ils arrivent avec le petit peu qu'ils savent. Je fréquente les gens qui sont en rééducation, etc. Vous savez, la leçon des gens en rééducation physique et pour les gens handicapés, c'est partir du petit peu qu'ils savent faire pour l'augmenter. Ce n'est pas de leur balancer des choses, c'est partir de ça pour l'augmenter. C'est vraiment la règle absolue. Voilà, on arrête là. Merci. Nous allons arriver au bout de notre je voulais mais Martine, tu voulais intervenir, oui. Merci. Alors, pour répondre à Dominique sur ce qu'elle a dit à propos de l'équilibre, équilibrage et synergie. Oui, c'est une question de terme, c'est pas bien grave,
mais il s'agissait dans mon propos d'équilibrer les relations intercommunautaires. Et Dieu sait si elles sont quand même déséquilibrées en tant que telles, hein. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, d'avoir une didactique et une politique éducative de la synergie. En l'occurrence, le concept de dialogue des cultures que j'ai pu traiter ce matin. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, entièrement d'accord sur effectivement le peu de pensée ou l'impensé concernant les sciences du langage, hein, et leur didactisation. Et de ce point de vue, dans notre discipline, Dieu sait si effectivement le gâchis est grand, puisqu'effectivement la grammaire du discours, ce qu'on appelle la grammaire du discours, l'analyse du discours, hein, et des gens comme Dominique Baguenon l'ont documenté d'une manière remarquable avec d'autres équipes, l'équipe de Nancy, de Metz, par exemple, également à Toulouse, hein, voilà. Donc ces éléments-là montrent bien qu'il y a un manque à gagner en termes, je dirais, académiques, mais aussi didactiques. Et ça pose le problème, là encore, de déséquilibrage entre la didactique et la pédagogie. Alors, Stéphane, tout à l'heure, a parlé de dérive pédagogique. Alors, je n'irai peut-être pas aussi loin, mais c'est vrai qu'il y a ce problème du déséquilibre et qui, pour moi, sociologiquement, est lié au fait qu'on a eu affaire à un double phénomène, qui est celui de la massification des publics scolaires. Hein, donc, la question de la démocratie à l'école s'est posée d'une manière évidemment très prégnante, hein, depuis des décennies. Et de l'autre côté, ce qu'on a peut-être moins traité, c'est la féminisation du corps enseignant. Donc, c'est clair que sur le plan anthropologique, vous avez deux paramètres qui jouent, bon, parfois bien sûr de manière dialogique, mais d'autres fois aussi de manière conflictuelle. Moi, il me semble que la violence à l'école, elle vient aussi de ce déséquilibre qu'il y a au niveau de la relation pédagogique. Donc, cette relation pédagogique n'est pas suffisamment, justement, soutenue par la hiérarchie et aussi par les autorités, pourquoi pas académiques. Voilà, donc tout cela a fait, à mon avis, qu'il y a eu effectivement une propension à faire de la pédagogie. Et je n'en fais pas un drame, mais c'est vrai qu'à côté, enfin, bon, je parle en partie de ma matière, le français, j'ai bien vu à quel point la didactique a décliné. Et que même dans des associations telles que la FEF, il y avait autant avant une propension didactique très forte, très marquée, en fait, sur la question de la grammaire du discours à laquelle je suis profondément attachée, et d'autre part, effectivement, désormais, un comportement pédagogique qui est louable en soi et qui est de valoriser les publics, l'expression des publics, et je trouve parfaitement légitime les travaux qui sont faits sur les compétences langagières. Mais un équilibrage serait actuellement d'arriver au fait de travailler à la fois sur les compétences langagières et sur la réhabilitation de la grammaire du discours, comme élément méthodologique qui nous permettent justement de sortir des particularismes d'apprentissage dont Stéphane a pu parler, mais arriver à une forme plus générale et non de la pratique, de la théorie et de la pratique du discours en tant que tel. Et je donnerai un autre exemple où ce rééquilibrage serait utile, c'est entre la lecture subjective, qui est là encore, je dirais, une tendance actuelle vers une pédagogisation de l'enseignement du français, avec l'initiation aux littératures du monde, hein, pour ouvrir les élèves à des contextes différents des leurs et sortir là encore d'une perspective égo et ethnocentrée. Hein, donc les littératures francophones, mais qui ne sont pas seulement du Sud, hein, du Canada, du Québec, de la Belgique et de la Suisse, dont nous avons des représentants aujourd'hui même. Voilà un exemple, à mon avis, où des rééquilibrages didactiques seraient tout à fait utiles. Bon, voilà, c'est ce que j'avais ajouté pour mon propos. Merci Martine. Bon, je crois qu'on va être obligé de s'arrêter là puisque nous sommes engagés d'arrêter à 16h. Je voudrais juste citer un article que j'ai lu récemment du philosophe Jean-François Duperron, qui, je crois, a suivi notre séminaire. Il dit il y a la nécessité d'une pédagogie dialogique plutôt que le seul recours à des chartes de la laïcité ou de ceci ou de cela. Et il insiste beaucoup, à mon avis avec raison, sur trois principes. Donc le principe du dialogique, l'universel, c'est ce qui peut émerger de la discussion. Il insiste aussi sur le principe de la pratique et de l'expérience, c'est-à-dire que quand on a affaire, par exemple, à des questions de valeur, il faut les vivre et les expérimenter et pas simplement se contenter de les énoncer. Et le principe de pluralité,
Alors, il appelle ça une pédagogie du pluriversel, et une façon de contourner l'universel. Il dit l'universel n'est pas le ralliement à la norme d'un seul, l'universel comme produit des interactions entre cultures différentes. Et je pense que ces trois pistes-là peuvent peut-être continuer à nourrir un peu notre réflexion à tous. Et sur ce, je vous remercie infiniment de cette participation, aussi bien à ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont écrit et ceux évidemment qui ont été invités à nous parler. Et je pense que ce séminaire va se poursuivre d'ici la fin de l'année. Il y aura sans doute un autre épisode. Merci à tous.